D'accord. Alors, vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre café perspective de ce samedi 1er mai. Je vous souhaite à tout un chacun bonne fête de travail. Nous sommes avec Madame Raissa Malou, qui est physicienne de formation et consultante internationale. Elle vit actuellement à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Malou. Bonjour Soleiman. Bonjour. Également avec Abdoulaye Sidiki Ba. Abdoulaye est physicien, docteur en physique, actuellement ambassadeur du Next Einstein Forum et il est ingénieur d'application. Bonjour Abdoulaye. Salut Suleiman, bonjour. Donc, bonjour. Le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, est la jeunesse africaine face aux sciences expérimentales et technologies. Donc, nous sommes avec deux experts pour nous parler de sciences, de technologie et bien évidemment la position de la jeunesse africaine. Bonjour. Madame Malou, à vous la parole. Mais merci d'abord de m'avoir invité à ce café, cette discussion avec mon ami Abdoulaye que j'ai le plaisir de retrouver et nous nous sommes connus lors du Next Einstein Forum, étant chacun ambassadeur de nos pays respectifs. Donc, ça me fait vraiment plaisir de me retrouver avec lui. Et c'est une question, un sujet important ou intéressant à ce niveau-ci, particulièrement pour la RDC, parce que vous savez que nous avons pris la tête de l'Union africaine pour cette année ici 2021. Et l'un des focus est certainement la jeunesse et surtout comment est-ce que les sciences et les technologies, notamment nos sciences expérimentales, peuvent jouer leur rôle pour le développement de notre continent. Alors, il est clair que si, d'un point de vue politique, on reconnaît l'importance de ces domaines, par contre, il y a quand même beaucoup d'efforts encore à faire en termes d'investissement, en termes de fédération de la recherche dans ces domaines-là, et de les prendre vraiment au sérieux. Je veux dire, on les prend théoriquement, on veut bien le comprendre, mais quand il s'agit de financer, on est, comme on dit, on n'est plus là. Et donc, il y a un travail à faire. Et surtout, et ça c'est vraiment un élément capital, c'est absolument d'impliquer nos jeunes chercheurs, donc les étudiants dans ces domaines-là, leur donner le moyen de continuer dans ces domaines et qu'ils puissent jouer leur rôle parce qu'ils sont demandeurs de cela. Donc, c'est donc un sujet intéressant et je me réjouis d'être là pour en discuter avec Abdoulaye. Merci beaucoup pour votre introduction. Abdoulaye. Oui, merci Suleiman. Tout d'abord, permettez-moi de remercier Perspective Afrique pour cette belle initiative qui vise à réfléchir ensemble sur les enjeux du développement du continent africain. Et je crois que les sciences occupent, de mon point de vue, une place qui est centrale. Donc, je salue votre initiative et je vous en félicite. Je dois dire aussi que je suis très heureux plutôt de partager ce live avec ma sœur Aïssa, qui est une grande scientifique très engagée dans la promotion et de la vulgarisation de la science en République démocratique du Congo, qui est son pays. Je précise que, tout comme elle l'a dit tout à l'heure, qu'on fait partie de la communauté scientifique africaine du Next Einstein Forum. C'est une communauté de plus de 300 jeunes du continent africain et de sa diaspora, bien entendu, qui participent à la promotion et à la vulgarisation de la science, technologie et innovation. Donc, je profite également de cette plateforme donc, pour lui renouveler toutes mes félicitations pour l'organisation de la 8e édition de la Semaine africaine des sciences, plutôt de la Semaine des sciences qu'elle a organisée il y a 3 semaines. C'est bien ça, Aïssa, je crois. Oui, tout à fait. Merci, Abdoulaye. Donc, malgré la pandémie du Covid-19, donc je trouve que c'est quelque chose à saluer. Et enfin, je salue tous les téléspectateurs. Alors, concernant mon introduction, donc par rapport aux sciences expérimentales et technologiques en Afrique,
Alors, je dirais du point de vue académique, nous pouvons dire que les sciences expérimentales et technologiques, ce sont des outils qui, à la fois théoriques et pratiques, qui nous permettent en amont de comprendre notre environnement. Par exemple, à partir des dispositifs expérimentaux, je reste encore sur le sujet, et de décrire par des lois arithmétiques ou mathématiques, par exemple, pour qu'en aval, nous puissions trouver des solutions pour mieux vivre en harmonie avec notre environnement. Donc, pour rester plus factuel, je dirais que c'est des outils qui nous permettent de bien comprendre et de solutionner beaucoup de nos problèmes. En ce sens que le sujet que vous proposez ici est très intéressant parce que ce sujet pose la question centrale de la jeunesse africaine face aux opportunités des sciences expérimentales et technologiques. Donc, je pense très sérieusement que l'Afrique traverse une transition historique. Après des siècles de drames successifs, je crois que notre continent est en passe de devenir un continent d'espoir. D'ailleurs, pour le constater, on peut dire qu'il y a tout juste 30 ans, la plupart des spécialistes occidentaux décrivaient notre continent comme étant un continent qui est malheureux, qui ne décolle pas et qui est très en retard dans tous les secteurs. Donc, un schéma qui est finalement très néfaste, très négatif. Force est de constater qu'aujourd'hui, les mêmes spécialistes donc, occidentaux décrivent notre continent comme étant le continent d'avenir. Donc, avec des taux de croissance qui sont énormes, une démographie qui est importante et beaucoup d'innovations technologiques ces dernières années. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tous ces aspects durant cette conférence. Et vraiment, je suis content d'être là. Merci Abdoulaye pour ton introduction. Nous sommes également contents. Perspective Afrique est très content d'accueillir ce débat. Je vais commencer par Madame Alou avec ma première question. Comment définirez-vous l'état des sciences expérimentales actuellement en Afrique? Alors, bon, évidemment, on parle Afrique, mais les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne. La réalité n'est pas la même en fonction des différents pays. Mais si on peut trouver peut-être des points communs, c'est qu'il y a clairement un problème d'investissement dans les sciences expérimentales. Je veux dire, il faut savoir que sur l'Afrique, plus de la moitié des investissements que l'on fait viennent des coopérations internationales. Donc, il y a peu d'investissements locaux dans les domaines des sciences en général et des sciences expérimentales en particulier. Par exemple, au niveau africain, normalement, on demande à ce que les pays puissent investir au moins 1% de leur PIB dans la recherche scientifique, et il n'y a aucun pays qui arrive à atteindre ce niveau-là. Pourtant, c'est un seuil qui se sont eux-mêmes imposés. Donc, il y a clairement besoin d'une augmentation d'investissement dans ces domaines. L'autre, c'est au niveau des chercheurs. Il faut savoir aussi que lorsqu'on parle des sciences expérimentales en Afrique, on a d'un côté les chercheurs qui sont en Afrique et puis on a les chercheurs africains qui sont à l'extérieur. Mais on n'a clairement pas assez, on n'a pas encore atteint la masse critique de chercheurs africains dans ces domaines-là. Mais encore, comme je vous dis, les réalités ne sont pas du tout les mêmes entre les différents pays. On a aussi, par exemple, vous savez que seul au niveau de l'Afrique, nous participons très très peu aux publications scientifiques internationales, alors qu'il y a une grosse avancée. Abdoulaye l'a encore rappelé, exponentielle pour certains pays, comme la Tunisie, comme d'autres pays d'Afrique. Mais malheureusement, ça ne représente pas grand-chose au niveau du monde. Et donc, il y a un travail à faire en termes d'investissement dans ces secteurs. Il y a un travail à faire en termes de formation, surtout d'avoir de plus en plus d'étudiants et surtout d'étudiantes, parce qu'on a besoin de femmes qui aillent dans ces domaines des sciences expérimentales. Et on a besoin que les politiques au niveau des différents pays
puissent discuter avec des structures comme la vôtre, par exemple, comme Perspective Afrique, avec le secteur privé, etc., que pour vraiment établir des politiques qui tiennent compte de données factuelles, qui tiennent compte de la situation et qui permettent de développer ces secteurs. Donc, nous devons travailler pour que les sciences expérimentales puissent jouer leur rôle pour le développement du pays, de l'Afrique, et il y a encore pas mal de travail à faire à l'heure actuelle. Merci beaucoup, professeur Malou. Je précise, Madame Malou, qui est professeur comme son père, le professeur Malou Wakalenga, à qui je rends un vibrant hommage. Le 22 avril, c'était l'anniversaire de son décès, vous me l'avez envoyé. Le professeur Malou Wakalenga disait que la richesse des nations modernes se mesure principalement par leur capacité d'innovation et de science et technologie. En somme, par la qualité de la matière grise qu'elles sont à même de mobiliser. Vous êtes allé un peu dans ce sens. Abdoulaye? Oui, toujours par rapport à la question qui a été posée, donc j'ai bien noté que ça parlait de l'état des sciences expérimentales ou sciences dures d'ailleurs. Oui, je disais comment définir l'état des sciences expérimentales ou sciences dures en Afrique. Ok, bon, pour ma part, je dirais que nous sommes à la croisée des chemins. Le continent fait son petit bout de chemin dans l'intégration des outils scientifiques, donc plus ou moins modernes, hein, ces outils scientifiques dans le processus de développement de notre continent. Et je dirais aussi qu'il y a de plus en plus de centres d'excellence, parce que moi, je vais rester un petit peu optimiste, je suis de nature optimiste. Je dirais qu'il y a de plus en plus de centres, de centres scientifiques, de centres d'excellence, de plus en plus de laboratoires, de plus en plus de programmes de recherche, de plus en plus de sujets, de plus en plus de recherches sur des sujets qui sont des sujets du moment, tels que l'environnement, la santé. D'ailleurs, à ce propos, notre collègue du Next Instant Forum, le docteur Alpha Cabinet, donc de la République du Guinée, a découvert tout récemment le génome complet du virus Ebola dans son laboratoire en République démocratique, en République de Guinée. On peut voir le même phénomène se reproduire aussi à l'Institut Pasteur, qui travaille au cœur du dispositif de lutte contre le Covid, avec un matériel dernier cri. Donc, c'est de bonnes nouvelles. Je pense que la science fait son petit bout de chemin. L'état des sciences, c'est quelque chose qui avance. Il y a également plus d'industrie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs, notamment avec la construction au Nigeria de la plus grande usine au monde de raffinage des produits pétroliers. Donc, je crois que l'Afrique a énormément de potentiel. Les innovations tech se développent à grands pas. La pénétration d'ailleurs mobile en Afrique dépasse les 100%. C'est l'un des rares continents où on a une pénétration de plus de 100%. Dès que tu arrives en Afrique, tu vois des gens qui ont 2 téléphones, 3 téléphones. Donc l'Afrique, elle est bien connectée. Aujourd'hui, l'Afrique offre aussi des solutions qui sont innovantes au monde. Et je crois que dans ce domaine, d'ailleurs, le Kenya est un des leaders du continent avec des solutions de paiement mobile qui existent là-bas et des applications qui sont très innovantes dans le domaine de la santé, notamment sur le Covid, qui sont même utilisées en Europe. C'est-à-dire qu'on s'inspire des Africains pour faire des choses en Europe. Donc, c'est quelque chose à saluer. Mais comme Raïssa l'a dit, il y a toujours encore des problèmes de financement, de la recherche, donc de la science. Il y a également aussi au niveau des publications scientifiques, donc je pense que j'aurai l'occasion de détailler ça plus tard, mais au niveau des publications scientifiques, on n'en a pas assez. L'Afrique produit quasiment moins de 2% de la recherche au niveau mondial. Donc, pour résumer, je dirais que les sciences expérimentales et technologiques sont dans une bonne dynamique et il faut juste que nos États accompagnent mieux ces domaines qui sont pour moi des facteurs de progrès.
Merci beaucoup, Abdoulaye. Je vais passer à la question suivante, tout en sachant que tu restes optimiste quant à l'état des sciences en Afrique. Les moyens pour l'accès à la science et à la technologie sont-ils conséquents? Professeur Raissa. Ben, encore une fois, c'est différent. En fait, je pense que durant ces dernières années, on a remarqué en Afrique qu'il y avait une augmentation simplement d'acquisition d'équipements pour les sciences. Et donc, il y a une tendance à l'augmentation, mais ce n'est pas encore suffisant. Et comme l'a rappelé Abdoulaye, c'est vrai qu'on peut avoir des îlots comme ça sur l'ensemble de l'Afrique où il y a de gros investissements pour pouvoir équiper les laboratoires. Par exemple, en RDC, nous avons l'INERB, qui est un laboratoire qui a été équipé par le Japon et qui est justement spécialiste de la maladie d'Ebola, qui est un laboratoire de type 3, je pense, donc vraiment un laboratoire de pointe. Donc, on a des îlots comme ça sur les différents pays, mais on n'a pas une volonté systémique que vraiment les gouvernements tous se disent, ben voilà, on va investir beaucoup plus, on va vraiment équiper nos laboratoires, équiper nos universités. Pour la RDC, par exemple, il y a très peu d'investissements au niveau de l'éducation, donc dans les universités, qui sont faits pour équiper les laboratoires des universités. Et ça met vraiment en péril simplement la formation de nos scientifiques et la recherche. Donc, il y a véritablement un effort encore à faire. Et comme je le rappelle, simplement atteindre un investissement d'1% du PIB. Il faut savoir que le PIB en 2013 de l'Afrique était de 2,3 téradollars. Et donc, rien que 1%, ça fait quand même 23 milliards de dollars que l'on peut utiliser si on arrivait à atteindre ce niveau-là de PIB. Donc, il y a des efforts qui sont faits, qui sont différents d'un pays à un autre, mais il faut plus d'investissement, clairement, dans nos universités, dans nos centres de recherche, et de manière systémique de la part des gouvernements. Merci beaucoup. Abdoulaye? Bon, alors moi, je dis, oui, comme Raïssa l'a si bien rappelé, donc je dirais pas du tout. Il n'y a pas de les moyens les moyens pour l'accès aux sciences et technologies ne sont pas conséquents. D'ailleurs, nous sommes les derniers du classement dans le monde. En Afrique, nous avons des cerveaux, mais pas les moyens, ni le matériel, ni l'aspect financier. La plupart des pays, comme l'a dit Raïssa, allouent un budget de recherche qui est environ de 0,7. Même la plupart des pays sont en dessous de 0,7%. Alors que d'autres pays occidentaux, par exemple, à titre d'illustration, quand on voit que la France injecte à peu près 49 milliards d'euros dans la recherche scientifique, l'Afrique du Sud, le premier du classement dans le continent africain, injecte quant à lui 3,6 milliards. Donc, vous voyez le ratio, c'est énorme. Donc, forcément, en termes de production scientifique, nous sommes à la traîne comparé au reste du monde. L'Afrique produit, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2% de la recherche scientifique au niveau mondial. Je pense que je parle en termes de publications scientifiques et avec seulement 2 universités qui sont compétitives, qui est l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc, ce sont les 2 universités qui font 50% des 2%. Donc, tous les autres pays sont vraiment à la traîne. Donc, cela explique notamment le retard du continent dans les technologies de la transformation, par exemple. Merci, Dr. Ba. Ce que vous dites est quand même alertant. 49 milliards d'investissements en France contre 3 milliards en Afrique du Sud. C'est quand même, le fossé est énorme. Pour revenir à Mme Raïssa, est-ce que la volonté et la passion suffisent-elles pour relever les défis des sciences expérimentales dans un contexte où les structures écoles, centres de recherche et développement manquent cruellement en Afrique? De toute façon, il faut de la passion, je veux dire, parce que c'est de la passion qui nous permet d'aller et d'avancer envers et contre tout. Et ça nous permet de faire ce que l'on fait, de le faire bien. Donc, il faut aimer ce que l'on fait, il faut de la passion. Mais pas seulement, il faut aussi être soutenu. Et soutenu, ça peut être de plusieurs manières. Laissez-moi, par exemple, vous parler du cas des femmes. On a très peu de jeunes filles, d'étudiantes qui vont, par exemple, dans les sciences. Et lorsqu'elles arrivent, eh ben, elles doivent subir finalement cette concurrence, en tout cas d'abord cette difficulté d'être seules
dans un environnement qui peut être hostile simplement parce que vous n'avez pas de personnes comme vous, donc d'autres femmes. Et ça, c'est par exemple pareil qu'on nous, chercheurs africains, on va dans les pays occidentaux où on est le seul noir ou la seule noire. Ça reste. On a besoin d'être soutenu par une communauté que pour pouvoir avancer dans les difficultés. Donc ça, c'est un aspect important. De l'autre, il faut clairement qu'on ait le sentiment d'être soutenu par le système, donc par les gouvernements. C'est-à-dire, c'est peut-être pas individuellement, mais qu'on ait ce sentiment que le gouvernement investit dans nos universités, qu'il investit dans nos centres de recherche, qu'il accorde des bourses pour les étudiants. Ça, ce sont des éléments qui motivent et qui vous permettent d'avancer. Donc, il faut de la passion, il faut aimer ce que l'on fait, il faut aller et poursuivre ses rêves, mais on a besoin d'une communauté pour être soutenu, pour avancer. Et l'avantage aujourd'hui, maintenant qu'on a Internet, c'est que cette communauté peut être plus large. Si on ne sait pas trouver l'appui que l'on veut au niveau local, l'avantage, c'est qu'on peut s'ouvrir au reste du monde et obtenir ce besoin pour avancer. Donc, il y a clairement besoin d'un investissement qui doit être fait pour soutenir nos institutions d'enseignement et de recherche si on veut que nos jeunes puissent s'épanouir dans ces domaines-là et que donc les sciences, les chercheurs africains jouent leur rôle pour pouvoir soutenir le développement de nos différentes sociétés. Docteur Abdoulaye? Oui, est-ce que tu peux me rappeler juste la question, s'il te plaît? Oui, je demandais, est-ce que la volonté et la passion suffisent-elles pour élever les défis des sciences expérimentales en Afrique, sachant que les écoles, les structures, les centres de formation sont assez délabrés? Oui, bon, je dirais que bon, les choses avancent. Il y a de plus en plus de structures, mais pas assez au vu de la démographie et d'autres facteurs qui existent. Alors, pour relever le défi, je pense qu'il faut une réelle volonté et une réelle volonté de mutualiser nos efforts. Raïssa l'a dit tout à l'heure, si on ne peut pas travailler à notre échelle, on peut s'ouvrir. Donc, mutualiser nos efforts, c'est-à-dire qu'il faudra travailler à l'échelle africaine ou panafricaine, voire même panafricaine. Il faut une vision claire, pour moi, nette et précise, à l'échelle nationale à l'échelle nationale que continentale. Et en se focalisant notamment sur deux aspects qui sont pour moi essentiels, qui sont la création de savoir et la valorisation de savoir. Alors, pour la création de savoir, il est urgent de structurer les mécanismes de financement de la recherche scientifique, donc à l'image de ce qui se fait en Europe, qui marche très bien ici, vraiment s'inspirer de ce qui marche là, développer des programmes de recherche au niveau régional. Par exemple, pour le cas qui nous concerne, le Sahel, on peut mutualiser nos efforts entre les différents pays du Sahel à travers des programmes de recherche, par exemple sur le changement climatique ou sur la question de l'eau. Il faudra favoriser également l'innovation technique par l'entrepreneuriat. C'est un levier qui, à mon sens, est très important. La production scientifique par la recherche scientifique. Et ensuite, il faudra valoriser le savoir. Donc, j'ai dit création de savoir, valorisation de savoir. Et concernant la valorisation de savoir, c'est la façon de prendre la technologie d'ailleurs et de la développer et de l'adapter aux réalités locales. Par exemple, une technologie qui est développée en Corée du Sud qu'on pourrait récupérer et qu'on développe, c'est-à-dire qu'on va utiliser au niveau local. Donc, et je fais là un clin d'œil à l'entrepreneuriat. Il faut qu'on transforme en Afrique les produits que l'on consomme. Ça aussi, c'est un des drames. C'est-à-dire que toute la consommation, pas toute la consommation, mais une grande partie de ce qu'on consomme, c'est importé d'ailleurs. Donc ça, c'est une problématique qu'il faudra corriger par la science, quoi. Pour réagir à ce que vient de dire Abdoulaye, Souleymane, si vous me permettez, pour réagir aussi à ce que vient de dire Abdoulaye, on amène le problème pas seulement par rapport à l'Afrique, mais prenons simplement par exemple la RDC, on voit que les universités de la RDC ne travaillent pas ensemble, simplement. Et il y a vraiment déjà une difficulté de mutualiser les ressources, de faire des projets de recherche communs, simplement à l'intérieur d'un écosystème
comme la République démocratique du Congo dans ses différentes universités et provinces. Donc, c'est vraiment tout un état d'esprit. On préfère finalement plus facilement établir des partenariats nord-sud que de faire des partenariats sud-sud. Et donc, développer les partenariats sud-sud sur lesquels a insisté Abdoulaye fait partie des éléments importants si on veut pouvoir relever les défis des sciences expérimentales en Afrique. Parfaitement. Donc, Abdoulaye a parlé d'importer un modèle. Mais est-ce que l'importation de ce modèle sera adéquate pour les populations africaines? Je pense qu'il faudrait… Oui, vas-y Abdoulaye. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, mais je pense qu'on doit plutôt, ou en tout cas, on doit aussi développer des modèles locaux. Je crois qu'on connaît le mieux notre environnement, mais évidemment, on ne peut pas travailler sans relation, sans coopération avec l'autre. Mais on a plutôt une nécessité de développer des modèles locaux qui répondent à nos problèmes. Prenons simplement le cas des étudiants. Un étudiant qui est en Belgique, en France, etc., n'a pas du tout les mêmes réalités, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes qu'un étudiant en Afrique, et donc il développe des stratégies, des intérêts qui sont mais complètement différents. Et donc c'est plutôt développer un modèle local, mais tout en continuant, enfin tout en collaborant, en s'inspirant et en avançant avec le monde, évidemment. Tout à fait. Abdoulaye? Bon, moi, pour ma part, personnellement, je crois qu'il n'y a pas un modèle universel, comme l'a dit Raïssa, à apprendre. Pour la formation, par exemple, la Corée du Sud, qui est un pays qui est reconnu dans le monde comme ayant un modèle dans l'éducation, dans la formation, c'est l'un des meilleurs modèles. Quand on prend, par exemple, les financements de recherche, on peut voir que l'Europe a le meilleur modèle. Donc, c'est un modèle qu'on pourrait bien sûr prendre chez nous, le structurer, l'adapter à notre situation locale. Et par exemple, si on prend aussi pour la valorisation de la recherche, la Chine, c'est un exemple. Ils ont l'un des meilleurs modèles de valorisation de la recherche. Je crois qu'il faut trouver juste le meilleur compromis pour assurer notre développement. Donc, dans ce sens, il n'y a pas de modèle universel. Il faut juste récupérer des modèles, les adapter aux conditions locales, quoi. Professeur Malou? Oui, mais non, tout à fait. Mais je pense qu'on peut effectivement s'inspirer de ce qui est fait dans les différents pays. Et ce qui est magnifique, c'est d'avoir, et comme Abdoulaye l'a rappelé, une perspective mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement focalisé sur nos partenaires classiques, par exemple, que sont l'Europe, qu'on peut justement s'ouvrir à la Chine et aux différents pays. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment observer ce qu'ils font, mais vraiment l'intégrer et développer localement. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, même si la Chine a par exemple un très bon modèle en termes ou l'Europe en termes de financement de la recherche, les pays africains, non, c'est pas du tout le même type d'économie, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas la même façon de percevoir les sciences et leur rôle, et c'est pas la même histoire. Et donc, de toute manière, le modèle on peut s'en inspirer, partir de là, mais il faut développer plutôt des modèles locaux. Et il faut pousser nos chercheurs, nos politiques à aller plutôt dans ce sens-là, parce que ça n'a pas fonctionné pendant 60 ans. On a beaucoup copié venant d'ailleurs, et on voit bien ce qui s'est passé depuis les indépendances. Donc, il y a clairement un autre algorithme à déployer. Face alors à ces algorithmes qu'il faut déployer, quel sera le défi de la jeunesse africaine? Déjà, l'ouverture au monde. Donc, vraiment, la jeunesse africaine, comme je vous dis, il faut la voir, ce sont deux perspectives. On a la jeunesse africaine présente en Afrique et on a la jeunesse africaine dans la diaspora. Et ce sont vraiment deux manières, deux mondes différents. Si on prend le cas de la jeunesse africaine en Afrique, évidemment, l'ouverture au monde est importante, mais pour s'ouvrir au monde, il y a l'accès aux technologies, un accès à Internet, il faut bâtir les infrastructures, et ça, on voit bien qu'on a encore pas mal de travail.
L'idée, en fait, c'est de fonctionner, moi j'appelle ça sur l'effet tache d'huile, c'est-à-dire que ceux qui peuvent, eux, accéder à l'information, accéder aux choses, peuvent aider et permettre de développer les choses à leur niveau. Mais l'avenir de l'Afrique, c'est notre jeunesse. Comme j'aime à le dire, si on s'occupe des gens de maintenant, c'est gâté. Là, je crois qu'il ne faut pas s'occuper de ceux de nos, on va dire, de ces adultes et de ceux qui maintenant dirigent. Il n'y a plus rien à en tirer. Tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment travailler avec la jeunesse qui vient pour leur donner d'autres perspectives, d'autres manières de faire. Et parmi ces autres manières de faire, c'est vraiment de travailler en collaboration, en coopération au niveau déjà national, régional et continental. Ça, c'est vraiment un esprit que l'on doit absolument continuer à intégrer et à pousser au niveau de la jeunesse africaine présente en Afrique. Au niveau de la jeunesse africaine de la diaspora, parce que ça reste la jeunesse africaine qui face à d'autres réalités, c'est vraiment de développer cette relation avec le continent, avec la terre-mère, et de voir comment est-ce qu'on peut ensemble construire d'autres modèles de coopération, d'autres modèles de travail. Je parle toujours en termes de science, hein, je veux dire d'autres manières de faire de la recherche, de la financer, etc. Et donc ce dialogue entre la jeunesse africaine présente sur le continent et celle de la diaspora est aussi un élément clé si on veut développer les sciences et les technologies dans notre continent. Merci beaucoup, professeur Malou. Docteur Abdoulaye, quel est le défi de la jeunesse africaine face aux sciences expérimentales? Alors, les défis, moi, je dirais que c'est des défis qui sont énormes. Il est bien de rappeler que notre continent, c'est en termes de superficie, par exemple, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés, avec une démographie qui est croissante. Actuellement, nous sommes quasiment à 1,3 milliard d'habitants. Et d'après les calculs, en 2050, on serait à 2 milliards 600, c'est-à-dire le double. C'est-à-dire qu'une personne sur 4 sera africaine en 2050. Nous avons un continent qui est extrêmement riche par ses ressources humaines, par son sous-sol qui est extrêmement riche, par son histoire, par sa culture. Donc, nous avons beaucoup d'atouts pour moi pour réussir. Toutefois, force est de constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de disparités énormes, et beaucoup de défis, c'est-à-dire sur l'éducation, la santé, la migration, les infrastructures, les droits humains, j'en passe. Et, sur la question de l'éducation, selon une estimation de la Banque mondiale, les jeunes qui sont non scolarisés et qui sont déscolarisés avoisineraient à peu près environ les 100 millions de jeunes. C'est énorme. Seulement des jeunes qui sont âgés entre 12 et 24 ans. Donc, c'est vraiment énorme. Ce sont là des défis qui peuvent être solutionnés par des sciences expérimentales, mais pas que. Pour moi, le premier défi à relever, c'est celui de l'éducation et de la formation professionnelle. On doit éduquer et former la jeunesse africaine en masse. Raïssa l'a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est vraiment obtenir une masse critique de jeunes qui sont éduqués. Donc, ça, c'est pour moi qui est primordial. Donc, on peut éduquer via des formations classiques ou des formations entrepreneuriales. Là aussi, il y a un débat qui peut être posé pour voir quelle est la meilleure stratégie à adopter. On doit former aussi dans tous les secteurs et particulièrement dans les secteurs qui sont clés, qui sont l'agriculture, la santé et les métiers techniques et technologiques. Donc, je vois vraiment l'éducation, moi, comme une chaîne de valeur et les sciences technologiques, sciences expérimentales et technologiques qui sont des moyens qui sont importants pour la transformation comme des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour développer notre continent. Merci Abdoulaye pour ta réponse. Si je comprends bien, d'après la professeure
Malou, et ce que tu viens de dégager, il faut des politiques représentatives en quelque sorte. Parce que la science Tout ne à fait. peut pas s'implanter sans une véritable volonté politique à travers des politiques représentatives, de l'équité et de la qualité dans la formation qu'elle soit scientifique ou technologique. Donc, n'avez-vous pas l'impression que les sciences dures et expérimentales, qui sont cruciales pour le développement, bien évidemment, sont marginalisées par rapport aux sciences sociales? Professeur Moi, Moll. je vais vous donner un exemple pour la RDC. Donc, dans le cadre du projet que je dirige au sein du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique congolais, on a fait la géolocalisation des écoles secondaires sur l'ensemble du territoire de la RDC. Alors, quand on a fait ça, donc ça nous a permis de voir en fait les options qui sont proposées, donc l'offre de formation proposée au niveau secondaire. Eh bien, la plupart, la majorité des écoles en RDC n'offrent pas d'option scientifique, ni littéraire d'ailleurs. Ce qu'elles offrent, c'est l'option pédagogique. Alors, quand on creuse, on voit que pour les promoteurs de ces écoles, eh ben, c'est plus facile d'offrir une option pédagogie normale parce que pour eux, il suffit que d'une classe, un tableau noir et des bancs et c'est bon, je peux dispenser les cours. Alors que si je dois offrir l'option scientifique, zut, faut mettre des laboratoires, faut plus d'investissement, ok, on oublie ça. Et donc, on se rend compte que alors qu'on fait un travail, que pour pousser les jeunes à aller vers les options scientifiques, mais ils peuvent tout simplement pas parce qu'il n'y a pas d'école qui leur propose les options scientifiques ou ces options techniques et professionnelles dont a rappelé Abdoulaye tout à l'heure, qui sont effectivement nécessaires. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée, beaucoup plus d'ailleurs qu'on a besoin d'ingénieurs. Il faut une masse énorme de personnes dans tous ces métiers qualifiants et techniques. Et donc, le souci, c'est ça, c'est qu'on a un problème simplement d'offre de formation dans les domaines des sciences et des technologies, qui du coup donne cette impression que les sciences sociales seraient plus avantagées que d'autres. Donc, on a quand même toujours cet esprit que les sciences expérimentales, les sciences exactes sont des sciences difficiles, qui nécessitent évidemment, c'est vrai, beaucoup d'investissement. Et donc, les promoteurs des écoles secondaires, par exemple, ou ceux qui créent des universités, ont tendance à ne pas proposer ces disciplines. À la limite, la seule discipline au niveau des universités que l'on voit encore le faire, c'est médecine. Et je pense que c'est parce qu'ils se disent, bon, là, la médecine, c'est sûr, on va avoir des clients, enfin, les médecins, ça paraît évident. Mais encore, ils offrent les options médecine, mais sans pour autant qu'il y ait une clinique universitaire, sans pour autant qu'il y ait des laboratoires, etc. Donc, la difficulté qu'il y a, c'est en termes d'investissement nécessaire que pour pouvoir avoir ces options, cette offre de formation dans les sciences expérimentales. Et ce point de vue, cette idée encore qu'a le grand public qui fait que ça reste des domaines difficiles, réservés aux hommes, qui font que finalement ça bloque. Ça donne l'impression que l'on donne plus l'importance aux sciences sociales, que les étudiants vont plus facilement s'inscrire dans ces domaines qu'au niveau des sciences expérimentales. D'où, on le rappelle encore une fois, l'importance des politiques. Il est important vraiment qu'il y ait une promotion des domaines techniques et scientifiques. Il est important qu'il y ait une augmentation de l'investissement dans les établissements d'enseignement et de recherche dans ces domaines-là, que pour qu'il y ait vraiment un afflux massif d'étudiants qui aillent vers ces disciplines, qui aillent dans ces filières, et un maximum de filles, évidemment. Évidemment, et vous travaillez dans ce sens pour la scolarisation des jeunes filles et femmes dans les domaines de sciences. Oui, c'est une priorité pour nous, c'est de créer les conditions, que la société crée les conditions et vraiment pousse les filles à aller dans ce domaine, parce qu'il y en a qui veulent le faire, mais qui n'ont pas l'opportunité, parce qu'elles ne sont pas soutenues par la famille, parce qu'elles ne sont pas soutenues par la société. Et clairement, la science a besoin des femmes. On sait qu'on ne peut développer les sciences expérimentales que lorsque l'on a des équipes diversifiées, des équipes variées. Et donc, l'Afrique doit clairement aller jouer son rôle dans le développement de ces sciences, et la femme doit clairement prendre sa place dans ces domaines. Donc, c'est pour ça que nous militons vraiment pour qu'il y ait un maximum de femmes, et on les soutient avec des systèmes de bourses
qui soutiennent autant des bourses pour les études en licence master que doctorat, que des bourses de recherche. Parce que ce qui compte, c'est qu'elles puissent vraiment aller le plus loin possible au niveau des carrières scientifiques. Tout à fait. On n'aurait pas connu Pierre Curie sans les travaux de Marie Curie. C'est clair. Je peux m'exprimer ainsi. Abdoulaye, quant à toi, Abdoulaye, qui est un compatriote mauritanien, comment vois-tu l'apport des sciences dures, sciences expérimentales, par rapport aux sciences sociales en Mauritanie? Bon, moi, pour ma part, je dirais que par rapport à ce que Raïssa a dit, elle dit par l'expérience, elle connaît très bien la République démocratique du Congo. C'est des phénomènes qu'on peut observer dans quelques pays qui sont similaires, où où les gens vont plus sur les sciences sociales que sur les sciences mathématiques ou scientifiques. Mais moi, je dirais qu'il y a une prise de conscience quand même. Par exemple, en Mauritanie, je vois cette tendance où maintenant de plus en plus de jeunes vont vers des filières ou préfèrent aller vers des filières scientifiques que techniques. Et je vois aussi ces filières scientifiques-là occupent une place beaucoup plus importante maintenant que par rapport aux sciences sociales. Je dirais même que c'est une tendance qui s'inverse par rapport aux années 1960, où l'Afrique avait besoin de beaucoup d'administrateurs pour faire fonctionner nos jeunes États indépendants. Mais ces 15 dernières années, je vois de plus en plus d'orientation vers les sciences expérimentales, en Mauritanie en tout cas, en ce qui concerne la Mauritanie. Mais je n'ai pas de statistiques assez précises sur d'autres pays. Mais je trouve que c'est un sujet pertinent qui mérite beaucoup de réflexion. Tout à fait. Donc, la science, en quelque sorte, est au cœur des enjeux et des débats, et surtout des défis pour rehausser le blason du continent africain. Donc, est-ce que dans les sociétés africaines, la science est-elle valorisée, à votre avis? Pour ce qui est de la RDC, en tout cas, nous voyons que il y a 8 ans, parce que Abdoulaye a rappelé que nous avons organisé la 8e édition de la Semaine de la science et des technologies. Eh bien, il y a 8 ans, quand je suis revenue en RDC pour leur proposer, on me regardait comme une extraterrestre en se demandant mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Et tandis que maintenant, 8 ans plus tard, je vois que on parle beaucoup plus des scientifiques, surtout des femmes, évidemment, puisqu'on milite pour ça. On parle beaucoup plus des femmes dans les sciences, on nous interviewe beaucoup plus, on fait attention à nous. Moi, il faut voir le nombre d'interviews qu'on me demande. Et d'ailleurs, on a pu lancer une base de données des femmes dans des STEM en RDC, ce qui nous permet de pouvoir les placer, parler d'elles et les mettre en avant. Et donc, si bien que, par exemple, les femmes des autres domaines se disent, zut, il faudrait que nous aussi, on ait la même dynamique parmi les femmes avocates, entrepreneurs, etc. Donc, on a vraiment réussi à créer une dynamique en RDC qui fait que pour la société aujourd'hui, ça ne paraît plus être bizarre d'avoir une femme qui se lance dans les STEM, parce qu'on a des rôles modèles maintenant que l'on met de plus en plus en avant. Évidemment, on a fait beaucoup, mais il y a toujours énormément de travail. Je veux dire, rien que dans la ville de Kinshasa, il y a encore des gens qui sont incapables de citer le nom d'une femme ou d'un scientifique. Quand on a fait récemment un sondage à ce niveau-là. Mais ceci dit, clairement, la société s'est ouverte. Et c'est ouverte à cette idée qu'il faut absolument des sciences si on veut développer le pays. Mais le travail est encore long. On a encore pas mal de travail à faire, mais on est allé dans le bon sens. Et ça, c'est chouette. Parce qu'on peut vraiment voir cette évolution sur 8 ans. Merci, professeur. Docteur Ba, Abdoulaye, est-ce que dans les sociétés africaines, la science est-elle valorisée? Oui, je dirais que historiquement, l'Afrique, c'est le berceau de la science. C'est incontestable, tout le monde le sait. Le professeur Cheikh Anta Diop, d'ailleurs, l'avait démontré à plusieurs reprises par des faits scientifiques. Quand on regarde, par exemple, la société égyptienne, je suis encore dans le passé, du temps des pharaons, avec les pyramides d'Égypte, c'est une illustration parfaite de la valorisation des sciences. Donc, je pense que les sociétés africaines ont toujours accueilli les sciences
Enfin, ils ont toujours occupé la science a toujours occupé une place importante. Si on regarde, par exemple, les structures des villages africaines ou les jolies tresses de nos sœurs africaines, on voit tout ce qui, en fait, toutes ces structures-là ça suit une logique. Une logique, les matheux diront, te parleront de la suite de Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, l'Afrique a toujours connu la science, a toujours appréhendé les sciences, mais donc ça, c'est dans le passé. Après, l'Afrique a connu la colonisation, l'esclavage, ensuite, on a perdu beaucoup de valeurs, on a perdu beaucoup de choses, et on voit qu'on est en retard aujourd'hui par rapport à la modernisation, par rapport aux nouvelles technologies de l'information, de la communication. On est en retard, mais je trouve qu'on est sur le bon chemin. Donc, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Il faut continuer à travailler. Il faut, comme Raissa l'a dit, il faut que l'on puisse promouvoir la science dans les fins fonds des villages pour qu'on ait des modèles de femmes scientifiques, d'hommes scientifiques. Et c'est ça qui nous manque réellement. Merci Abdoulaye. Tu as parlé de modèles scientifiques, ce qui est extraordinaire. Et en ce sens, le professeur Malou nous expliquera ce que c'est l'os d'Ishango, parce que je pense que c'est un instrument de mathématiques qui a existé au Congo, en RDC, il y a 20 000 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, la plus vieille preuve d'une intelligence mathématique de l'humanité. En tout cas, la plus vieille preuve étudiée. Il y a un autre bâton qui a été découvert plus bas, dans le Swaziland, quelque chose comme ça, mais qui n'a pas été aussi étudié, plus vieux, mais qui n'a pas été étudié autant que l'os d'Ishango qui a été découvert en République démocratique du Congo avant l'indépendance, vers 1950. Oui, tout à fait. Et qui est d'ailleurs le symbole du Next Einstein Forum, n'est-ce pas, Abdoulaye? On est content que les fellows obtiennent comme prix le bâton d'Ishango. Et on est en train de travailler pour le faire entrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO d'ailleurs. Et pour ça, il faut que toute l'Afrique, les RDC certainement, et toute l'Afrique se l'approprie. Parce vous savez, je suis aussi passionnée d'histoire et j'ai écrit un livre sur l'histoire des sciences, en fait, sur les physiciens. Parce que quand je donne cours, les étudiants, chaque fois me demandent, enfin, mais qui sont ces gens qui ont inventé ces choses, qui nous embêtent ici, qu'on est obligé d'étudier. Et donc, j'ai voulu partir des cours de physique et de tirer tous ces noms de physiciens, depuis Archimède jusqu'au 19e siècle, c'était le premier livre. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de femmes. Je me suis dit, mais c'est quand même, à part Marie Curie, mais Marie Curie, c'est le 20e siècle, donc elle n'était pas dans mon livre, évidemment. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les femmes n'ont pas participé à l'histoire? Donc, du coup, j'ai dû aller chercher des femmes. Et puis, quand j'ai présenté le livre, quelqu'un m'a arrêté pour me dire, mais tu ne parles que d'Européens ou d'Arabes, mais et puis des Africains. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même dingue. On a pris l'habitude finalement de penser que l'Afrique n'avait pas participé à l'histoire des sciences, alors que c'est tout à fait faux, qu'elle y a contribué énormément. C'est simplement que la science moderne, telle qu'on la connaît, évidemment, c'est développé dans cette société occidentale et finalement s'est imposé au reste du monde. Mais Abdoulaye l'a bien rappelé, il y a par contre une mathématique qu'on appelle l'ethnomathématique. Donc, les mathématiques se sont développées, se sont exprimées différemment dans les différentes sociétés. Et c'est de ces mathématiques-là dont on a besoin de parler dans le cours. Parce que pour nos élèves, ils peuvent se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que les Grecs, ils ont la chance de pouvoir avoir d'aussi illustres ancêtres, alors que nous, on aurait été à no man's land jusqu'à ce que les Européens découvrent le continent. C'est tout à fait faux et on doit travailler sur ça. C'est pour ça que aussi je milite et que je parle qu'on a intérêt à voir l'histoire, à enseigner l'histoire des sciences dès l'école primaire et secondaire et surtout à enseigner les sciences dans nos langues nationales. Ça, c'est vraiment l'un de mes combats ici en RDC. C'est la seule façon d'améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et des mathématiques, c'est si on pouvait les faire dans les langues nationales. D'ailleurs, tout à fait. Je vais juste rajouter une petite parenthèse par rapport à tout ça. Quand on regarde, par exemple, les matheux qui ont fait théorème de Pythagore, théorème de Thalès, c'est incroyable de comment actuellement, quand nos étudiants, nos enfants africains ou occidentaux, quand ils étudient ces filières mathématiques,
ils appellent théorème de Pythagore, théorème de Thalès, alors que ces théorèmes-là ont existé bien avant et dans les sociétés africaines. Quand on regarde les pyramides d'Égypte, c'est l'application directe du théorème de Pythagore ou du théorème de Thalès. Donc, je pense qu'il y a une méconnaissance de l'histoire africaine, de l'histoire scientifique africaine, et c'est quelque chose qu'on doit corriger, comme l'a dit Raïssa. Oui, et même, tu sais, sans même aller aussi loin, nous, on travaille avec un chimiste qui a donc sa thèse, c'était l'enseignement de la chimie en français et en lingala, donc le lingala qui est l'une des langues nationales de la RDC. Et ce qu'il fait, c'est pas simplement de la traduction, c'est-à-dire qu'il parle pas du français pour se dire comment est-ce qu'on le dit en lingala. Non, il va vraiment, comme il maîtrise la langue, il va vraiment dans la langue, dans la manière dont les personnes qui parlent cette langue-là avaient elles-mêmes exprimé des termes comme géolocalisation, et il s'est rendu compte que ce concept, en fait, c'est vraiment le concept de voir comment est-ce qu'il était intégré et comment est-ce qu'il est exprimé dans la langue. Et on voit que, parlons de nos ancêtres plus récents, simplement ceux d'ici de l'Équateur, qui est au nord de la RDC, avaient déjà des expressions qui parlaient de triangularisation et de positionnement par rapport aux étoiles. Et donc, c'est seulement quand on va dans cette approche qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un bagage, une compréhension scientifique de son environnement, ce qui est finalement normal, et toute une série de termes. Les pygmées de la RDC ont une, comment on dit ça en chimie, en biologie, lorsque tu donnes le nom aux espèces, ça porte un nom. J'ai oublié, ça va me revenir. Évidemment, voilà, on demande aux physiciens de se rappeler d'un terme de chimie, biologie, hein, Abdoulaye, c'est dur pour nous. Hein. La nomenclature, tu parles? Non, pas seulement nomenclature. Tu as tout un terme qui dit… Et donc, tu as des chercheurs qui se sont rendus compte que les pygmées, dans leur langue, avaient cette, on va l'appeler nomenclature, mais qui était vraiment poussée et dont la science moderne, finalement, s'est inspirée et a repris et qui n'avait rien à envier à la science moderne. Donc, nous devons retourner vers ces connaissances, ces savoirs endogènes, les valoriser et surtout leur apporter la puissance des sciences modernes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'Afrique. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un Mauritanien qui a écrit un livre mathématique en langue Peul. Vraiment, si initiative Perspective Africa, si vous arrivez à l'inviter un jour, ce serait bien pour qu'il nous parle un petit peu de tous ces aspects-là. Je trouve que Abdoulaye, tu nous as précédé, nous avons un café Perspective avec lui. Avec lui, ok, bon, voilà, c'est super. Un café Perspective avec lui et il y aura d'autres cafés Perspective. Donc, je pensais que vous parlez de l'onomastique, c'est ça? L'ethnomathématique. Ethnomathématique. L'onomastique, pour nommer les noms, en fait. Ah oui, pour renommer les noms, non, ça porte un autre nom, mais ça va me revenir. Donc, tout ce que vous dites revient en quelque sorte à dire que l'Afrique est le sédiment du génie humain, comme le dit un des disciples de Cheikh Anta Diop, Kofi Gomez, donc, qui œuvre dans ce sens. Donc, moi, je reste optimiste et je vais quand même citer Patrice Lumumba pour la jeunesse africaine, qui disait le jour viendra où l'Afrique écrira son histoire. L'Afrique écrira son histoire sa propre histoire, excusez-moi. Ce sera une histoire de gloire et de dignité. Donc, mais avec la conscience collective qu'on a et l'état des sciences expérimentales en Afrique, je ne pense pas que l'on est proche de cela pour aller vers… On y travaille. On y travaille. Donc, pour revenir à nos questions, je dirais le problème des sciences dures ou sciences expérimentales. Moi, j'aime pas tellement la notion sciences dures parce que on dit déjà c'est dur, on ne peut pas aller vers ça. Donc, les sciences expérimentales, est-il uniquement financier ou il y a d'autres considérations politiques, culturelles et religieuses, voire religieuses, qui entrent en jeu? Abdoulaye? Oui, donc moi, je dirais pour ma part, ce n'est pas que financier. Je crois que c'est beaucoup plus complexe que cela. Je crois que la religion aussi, ce n'est pas un frein à l'avancée des sciences. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique, j'aime bien le rappeler, c'est le premier pays qui excelle dans la production scientifique.
C'est un pays qui est industriel, qui innove, et pourtant la religion occupe une place privilégiée là-bas. Donc non, je dirais que, comme je l'ai dit tout récemment, je pense que le problème en Afrique, c'est un manque de vision et une vision très claire. Disons qu'on fait de la recherche de façon un petit peu dispersée et pas de manière stratégique. Si on arrive à structurer la question de la science, je suis convaincu que le continent africain va faire un boom qui est extraordinaire en avant vers l'industrialisation, la transformation et l'innovation technologique. Donc, je ne pense pas que ça soit uniquement financier. Il faut aussi cette question de vision et beaucoup de stratégie. Merci Abdoulaye. Professeur Malou. Oui, c'est vrai, il faut absolument, donc c'est une question de vision, mais cette vision, elle se construit par l'ensemble de ces éléments, notamment cet aspect culturel, cet aspect de communication, cet aspect d'information. Au moment où on a créé la Semaine de la Science il y a 8 ans, l'idée était en fait de faire un lieu où peut discuter le secteur public, le secteur privé, le secteur académique et le grand public. Parce que chez nous, par exemple en RDC, on se plaint, voilà, on aime à se plaindre que le gouvernement ne finance pas l'éducation et ne finance pas la recherche. Et moi, ce que je dis aux chercheurs, c'est de leur dire, mais vous savez, c'est un financement public. Si c'est un financement public, vous devez expliquer à ces politiques pour quelles raisons ils doivent vous financer. Vous devez leur montrer dans les recherches que vous faites l'intérêt que ça a pour la nation pour que eux puissent vous financer. Et c'est pas en restant dans votre colline inspirée, parce que chez nous, l'université de Kinshasa est sur une colline par rapport au centre-ville. Donc et on l'appelle la colline inspirée. Ce n'est pas en restant dans votre colline inspirée que vous allez convaincre spontanément, que ces politiques vont comprendre spontanément qu'elles devraient vous financer. Donc, il faut un lieu de dialogue entre ces différentes structures. Même chose pour le secteur privé. C'est pas normal pour l'Afrique, 100% de la recherche est financée par le secteur public. Ce n'est pas normal, et ce n'est pas le cas d'ailleurs ailleurs. Le secteur public doit clairement financer la recherche parce qu'il y a une recherche fondamentale sans intérêt particulier qui doit être faite et qui doit être financée si on veut que la science avance. Mais il y a toute cette recherche appliquée qui peut et qui doit être financée par le secteur privé. Donc, il faut vraiment un lieu de dialogue entre les secteurs publics, le secteur privé, le secteur académique et de l'enseignement. Et il faut le grand public, parce que le grand public fournit les prochains politiciens, fournit les prochains étudiants, etc. Et donc, ils doivent être sensibilisés à l'importance des sciences pour améliorer, parce qu'on parle de développer le pays, ça paraît théorique, mais en réalité, les sciences améliorent les conditions de vie des populations. C'est pour ça que c'est important d'investir dans les sciences expérimentales. Mais clairement, il y a cet aspect de culture qui fait que, par exemple, la culture est clairement un frein pour les femmes dans ces domaines-là. Parce qu'on pense que les femmes doivent aller dans tel ou tel domaine, qu'elles doivent faire telle ou telle chose, et donc on limite leur possibilité de grandir, leur possibilité, par exemple, de s'exprimer. Et ce simple fait-là fait qu'on limite le nombre de cerveaux qui peuvent aller dans les sciences et les technologies, et ça limite le développement de ces disciplines. Donc, le problème est complexe, c'est vraiment les différentes structures de la société qui doivent être mobilisées, qui doivent être informées, qui doivent pouvoir communiquer, et c'est comme ça que l'on peut bâtir cette vision qui répond aux besoins. Les gens doivent savoir comprendre et intégrer le fait que les sciences et les technologies améliorent les conditions de vie des populations et que c'est pour cette raison que l'on doit investir dans ces domaines. Merci, professeur Abdoulaye. Je pense que j'ai répondu à la question par rapport aux problématiques, hein, c'est ça? Si oui, c'était financier ou pas. Aurais-tu quelque chose à rajouter avant de passer à la prochaine? Pas forcément, je pense qu'Aïssa a tout dit par rapport à ça. Donc, selon toi, quel modèle scientifique devrait adopter la jeunesse africaine? La jeunesse africaine, Bien, devrait-on adopter pour la jeunesse africaine? Par qui? Par les politiques Oui, je dirais que le rôle des politiques, elle est très importante. Les politiques sont élus pour améliorer le bien-être des populations. Donc, pour y arriver,
il est primordial de maîtriser les connaissances de l'environnement et des populations qui y vivent, qui sont d'ailleurs en majorité des jeunes. Je pense que la démographie, c'est un atout considérable, mais si on n'en fait pas un bon usage, je crois que ça peut devenir tout de suite un problème. Donc, je pense que les politiques doivent davantage investir dans la jeunesse, sur la formation encore, je reviens là-dessus, sur l'entrepreneuriat, développer les leviers financiers pour permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie active. Donc, je pense qu'il n'y a pas, sur la question de... c'est quoi encore la question que tu m'avais posée? Tu peux me rappeler? Je disais, quel modèle scientifique devrait adopter la jeunesse ou devrait-on adopter pour la jeunesse africaine? Donc, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un modèle spécifique. Je ne crois pas qu'il y ait un modèle spécifique qu'il faut adopter. Je pense juste que il faut que les politiques puissent réunir la jeunesse, tous les acteurs vifs de la nation pour pouvoir réfléchir sur quelle stratégie qu'il faudra mettre en place pour pouvoir développer notre continent. Parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique a une démographie qui est galopante, qui est très importante. Si on ne fait rien avec ces jeunes, si on leur propose pas, si on leur donne pas des solutions pour pouvoir travailler, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ça devient problématique. Donc, il faut vraiment que cette question puisse être traitée le plus rapidement possible. Mais je pense pas qu'il y ait un modèle spécifique que je pourrais citer comme ça. D'accord. Professeur Malou, je vais passer à une autre question pour éviter la redondance. Quelle perspective d'avenir proposez-vous pour les sciences et technologies, les sciences expérimentales bien évidemment, et les technologies en Afrique? Je pense que pour le développement de ces secteurs sur notre continent, nous devons, et j'insiste, et Abdoulaye en a parlé aussi, c'est vraiment de travailler sur cette coopération sud-sud. Nous sommes à l'intérieur d'un continent avec des pays complètement différents. Nous avons, au niveau continental, on a une stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique pour 2024, qui est une stratégie produite par l'Union africaine, qui est une base. Vous parliez de modèle tout à l'heure, la question que vous avez posée à Abdoulaye, mais c'est une base sur laquelle les différents pays africains peuvent justement développer leur stratégie nationale, partant de la stratégie continentale qui a été développée par l'Union africaine. Donc, on peut aller dans cette logique de la stratégie, la mettre à jour évidemment, parce que quand elle a été faite, je crois qu'ils n'avaient pas vu venir tous les développements d'intelligence artificielle qui est venu. Donc, il y a une adaptation à faire à ce niveau-là. Mais donc, on doit vraiment travailler sur plus de coopération, plus d'intégration régionale entre centres de recherche. On doit mutualiser les ressources au niveau national, régional et continental. Et on doit vraiment intégrer la diaspora dans le processus, dans les stratégies. Ça, c'est vraiment un élément essentiel. On a la chance d'avoir des jeunes, notre diaspora qui est à l'extérieur, qui est face à d'autres réalités, qui a différentes ressources. C'est important qu'au niveau local, donc au niveau de l'Afrique, que l'on puisse créer ce lien, renforcer ce lien avec notre diaspora et lui permettre de jouer vraiment le rôle dans le développement, pas seulement en termes d'argent, c'est-à-dire parce que quand on pense à la diaspora, on pense à ce flux d'argent qui vient vers nous, mais vraiment en termes de développement de recherche. C'est vraiment avec la diaspora et les structures locales qu'il faut travailler. Je pense qu'il faut renforcer la coopération interafricaine en matière de recherche scientifique pour permettre à la jeunesse africaine de s'épanouir. Et puis la zone de libre-échange, donc la ZLECAf, qui est mise en vigueur à partir de janvier de cette année, c'est une opportunité pour la recherche, pour les jeunes et pour la recherche en Afrique. Donc il faut investiguer, aller dans le sens et s'assurer qu'elle se mette en place et profiter de cette opportunité que pour développer le secteur scientifique. Professeur, c'est quand même extraordinaire ce que vous proposez
Mais n'oublions pas qu'en Afrique, nous n'avons pas d'école nationale, nous avons plusieurs écoles. Quand on prend le cas de la RDC, du Sénégal ou de la Mauritanie, nous avons des écoles françaises et des écoles nationales. Parmi les écoles nationales, les classes sont abandonnées. Comment on peut équilibrer, comment on peut avoir une synergie pour tendre vers le progrès? Il est clair qu'on ne va pas enlever la responsabilité des gouvernements. Chacun de nos gouvernements doit investir dans les infrastructures, doit améliorer les conditions d'enseignement et de recherche dans les pays, ça c'est certain. Mais évidemment, ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Il y a donc un travail. L'important, c'est d'avoir une feuille de route et de suivre cette feuille de route et être dans un effort constant, en tout cas un effort régulier que pour arriver à ça. Donc, il faut plus d'investissement de la part des gouvernements que pour améliorer les conditions d'enseignement et de recherche que pour y arriver. Mais nous devons tous avoir un objectif commun, quand bien même on a des classes des systèmes éducatifs différents. Si on prend l'Afrique dans son ensemble, on a quand même des intérêts communs et l'intérêt de développement est un intérêt commun. Donc, on doit aller vers ce qui nous rassemble et mutualiser nos efforts. Et pour en revenir à votre question, il faut savoir qu'il y a non seulement le gouvernement, mais il y a aussi le secteur privé que l'on peut impliquer dans les investissements en infrastructure et la diaspora, qui reste vraiment un élément essentiel à ce niveau-là. Je pense que c'est l'ensemble de ces forces, la synergie de l'ensemble de ces forces qui peut nous permettre de relever la situation dans les différents pays. Merci, Madame Malou. Abdoulaye, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raïssa. Hein. Je pense qu'il faut vraiment axer sur la mutualisation de notre économie, de tout ce qu'on fait, qu'on essaie de mutualiser au sein de l'Afrique. Mais particulièrement, il faut investir massivement dans l'éducation et la formation. Parce que les jeunes, il faut qu'ils soient éduqués. J'insiste bien sur la formation, c'est la formation professionnelle et entrepreneuriale. Parce que c'est un levier d'insertion professionnelle. Utiliser le numérique également pour régler le problème d'accès à l'éducation fondamentale, particulièrement dans des milieux enclavés. Je sais, par exemple, j'ai un ami qui a fait un doctorat sur comment enseigner. C'est des nouvelles façons d'enseigner via Internet à des gens qui sont dans des villages qui sont éloignés. Donc, tout ça, c'est essayer de réfléchir à cette problématique-là, comment on peut… Tout à l'heure, tu as dit qu'on a des écoles, mais les écoles sont délabrées. C'est tout à fait vrai. Maintenant, il faut voir avec les outils numériques comment on peut améliorer notre façon d'enseigner, donc notre façon de former les gens. Donc, ensuite, il faudra, à mon avis, investir dans le secteur de l'agritech, l'agriculture, donc en utilisant des technologies, parce qu'il faudra nourrir une population qui va doubler d'ici 2050. Il faut également investir dans les industries parce que c'est un pourvoyeur d'emplois et dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour être au cœur de la transition numérique. On nous répète souvent que l'Afrique a raté le train en marche de l'industrialisation, mais il ne faut pas qu'on rate le train en marche de la transition numérique. C'est très important. Donc, je pourrais également rajouter le spatial parce qu'on en parle maintenant, parce que le spatial peut assurer notre sécurité, mais ce n'est pas une priorité par rapport aux défis qu'on a. Tout à fait, Abdoulaye, et c'est extraordinaire ce que tu viens de dire. L'Afrique a raté le train pour l'industrialisation, mais il ne faut pas que l'Afrique rate le train pour la numérisation. Numérique, oui. Tout à fait. Je pense qu'on a un problème en Afrique avec la notion de développement, en fait. J'ai écouté un professeur sénégalais du nom de Mamoussé Ndiaye, qui est praticien des sciences sociales. Il disait que le développement n'est pas seulement descriptif, mais il est normatif. Donc, c'est-à-dire que le développement rentre dans les us et coutumes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des étages, des immeubles qu'on est développé, non, c'est parce qu'on arrive à aller de l'avant, on arrive à s'éduquer, on arrive à satisfaire nos besoins à travers l'industrialisation.
Le Maroc a compris cela. C'est pour ça, pendant que les pays africains, surtout les gens de la RDC, cherchaient à s'industrialiser en quelque sorte, le Maroc a opté pour l'agriculture. Donc, quand on n'a pas de quoi se nourrir, on ne peut pas s'éduquer. Et l'éducation, disait Cheikh Sadibou Kamara, est socle et fondament de toute chose. N'y a-t-il pas un problème de notion en Afrique? N'y a-t-il pas un problème des priorités en Afrique? Et en ce qui concerne la jeunesse africaine, n'est-elle pas fragmentée, divisée comme le continent? Professeur Malou. En ce qui me concerne, moi, je ne pense pas qu'il y ait que la jeunesse africaine soit divisée. De plus en plus, les pays africains étaient balkanisés. Hein. Après la colonisation, les pays africains n'étaient pas interconnectés. Maintenant, on voit la tendance qui est inverse. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont interconnectés. La preuve aujourd'hui, Raïssa connaît quasiment dans chacun des pays africains un Africain, il connaît un Mauritanien, un Sénégalais, grâce à, par exemple, à la plateforme du Next Einstein Forum, ou grâce à d'autres outils, Facebook, Twitter et d'autres. Je pense que l'Afrique est interconnectée en ce moment. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une division. L'autre aspect. Oui, Abdullah, allez-y. Moi, tu disais, tu avais parlé de division, il y avait autre chose aussi, il me semble. J'avais dit division et délaissé en quelque sorte. Bon, c'est presque pareil. Donc, professeur Malou, avant de passer à la question suivante. Déjà, juste pour revenir à votre commentaire sur le développement, j'écoutais un autre professeur, je ne me souviens plus le nom, mais je pense qu'il était sénégalais aussi, qui disait en fait que l'on a tendance à... On a adopté la définition de développement venue d'ailleurs, c'est-à-dire finalement imposée par ces autres pays qui disent que nous sommes en voie de développement, quoi. Et que cette notion, cette idée de développement n'est pas produite localement, n'est pas pensée, n'est pas réfléchie. Après tout, est-ce que notre sens de développement est le même que ce que les bailleurs de fonds ont comme idée de développement de l'Afrique? Est-ce que cette idée de développement du milieu citadin est-il le même que le développement du milieu rural? Donc, ce sont quand même toutes des questions qu'il faut effectivement se poser et revoir ces concepts et cesser d'être finalement de les adopter comme étant une évidence, cette idée de développement des autres et penser que nous devrions suivre ce schéma. C'est clairement une réflexion que l'on doit faire. Pour ce qui est de la division entre la jeunesse africaine, d'un côté, on est effectivement interconnecté et on peut être en contact avec le monde entier et l'ensemble de la jeunesse, et ça c'est magnifique. Mais évidemment, les réalités sont pas la même non plus à l'intérieur du pays, entre le milieu rural, le milieu citadin, entre ceux qui ont accès à Internet et ceux qui ne l'ont pas, etc. Et donc, il y a quand même des disparités qui se créent au niveau de la jeunesse africaine, qui ont été notamment accentuées avec la crise de la pandémie de Covid-19, lorsqu'il y a eu la fermeture des écoles ou des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. On a bien vu qu'on a une catégorie de jeunes qui ont pu continuer à se former, à être enseignés à distance, alors que la majorité, là je parle pour la RDC, mais pour les autres pays aussi, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les différents pays africains sur cette question-là, il y a eu une énorme disparité qui s'est creusée avec cette pandémie. Ici, on doit vraiment prendre très au sérieux la crise sanitaire ici, pas seulement d'un point de vue de santé, déjà d'un point de vue de santé, mais en termes d'impact sur les 10 prochaines années qu'elle va avoir sur notre continent, parce que clairement, les enfants qui n'ont pas su aller à l'école avec cette fermeture des écoles ont non seulement pas acquis ce qu'ils auraient dû apprendre, mais ont perdu déjà ce qu'ils avaient. Et donc, la crise va se prolonger pour l'Afrique durant peut-être bien les 10 prochaines années, si des mesures ne sont pas prises dès maintenant que pour pouvoir rattraper déjà la fracture numérique, c'est clair, mais renforcer les compétences de nos enseignants et assurer récupérer les retards accumulés par des enfants parce que la situation est absolument grave. Pour moi, c'est une bombe, là, pour l'instant, que l'on a. La situation va être pire dans quelques années et donc les gouvernements, la société civile et l'ensemble des acteurs doivent vraiment prendre la mesure de la gravité de la situation. Merci, professeur. Abdoulaye, je disais tout à l'heure, n'y a-t-il pas
l'absence de priorité, c'est ce que je disais tout à l'heure. À l'absence de priorité. En fait, carrément, moi je dirais que carrément, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une manque de vision encore. Donc, une manque de vision, c'est ne pas tenir en compte des priorités qui sont les nôtres, nourrir la population, former en masse, éduquer. Ensuite, il y a l'insertion professionnelle. Donc, il y a carrément un problème de priorité, oui. Effectivement. Professeur Malou, pour revenir à vous, comment installer la technologie en Afrique? Comment installer ou est installer? J'ai pas compris votre question. Comment installer? Parce que jusqu'à présent, on pense que le progrès technique ne s'est pas vraiment axé en Afrique. Donc, comment pourrons-nous installer la technologie en Afrique? Par Il faut exemple, déjà régler toute une partie d'investissement d'infrastructures de base. Je vous disais avant qu'on se connecte, je suis à Kinshasa, faut pas vous inquiéter si le courant s'en va. On n'a déjà pas accès au courant électrique, hein, de manière tout à fait hasardeuse, pas accès à l'eau, Internet est relativement cher. Nous en avons, enfin, on est en train d'installer, on a installé la fibre optique, mais ça reste, il faut encore l'activer et donner accès à tout le monde. Donc, il y a toute une série, en fait, d'infrastructures de base qui doivent encore être installées au niveau de l'Afrique, de manière générale, et dans les pays en particulier. Et c'est seulement si on peut, enfin, et c'est lorsque l'on aura, ou en faisant cet effort, enfin, pas lorsque, parce que c'est comme si on attendait, mais je veux dire, il faut vraiment faire cet effort de manière continue pour permettre le développement de la technologie. Autrement, c'est vraiment difficile. Sans ces infrastructures de base, ça limite la croissance. Moi, je vois bien, ça limite la croissance des startups. Pour nos startups africaines et congolaises en particulier, elles sont limitées par leur croissance est limitée par ces infrastructures qui restent défaillantes au niveau de notre pays. Et c'est ça qui a limité, d'ailleurs, qui a rendu si difficile de répondre à la crise de la pandémie de Covid-19 et de permettre à ce que l'éducation, l'enseignement puisse continuer, les apprentissages puissent continuer avec la fermeture des écoles. Donc, si on veut le développement de la technologie, si on veut le développement des startups dans ces domaines-là, il y a des investissements en infrastructures de base qui doivent être assurés. Donc, l'électricité, l'eau, l'accès à Internet, pas cher, absolument. donc Abdoulaye, qu'en est-il des nouvelles technologies, à savoir les NTIC et la robotique en Afrique? Bon, juste pour rebondir sur l'installation des technologies, donc Oui, ça regroupe aussi les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense que, comme l'a dit Raïssa, la technologie est déjà présente en Afrique. Il faut juste le rendre au grand public. Dans des régions enclavées, dans les zones rurales, c'est ceux-là qui n'ont pas encore accès aux infrastructures de base. Et de ce point de vue, les entrepreneurs de l'innovation font un travail qui, pour moi, est remarquable. Par exemple, si on prend l'exemple du Rwanda, grâce à des drones, on arrive à livrer des médicaments dans des services d'urgence des hôpitaux. Donc, on utilise également des drones pour pulvériser des pesticides dans l'agriculture ou des herbicides dans les plantations agricoles. On arrive à également surveiller du bétail grâce à ces drones-là. Donc, je pense que la technologie, elle est là. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont là. Donc, pour moi, il faut encourager les jeunes entrepreneurs, les chercheurs qui sont dans l'innovation, mettre en place un environnement qui est propice à la créativité et à la valorisation du savoir. Il faudra continuer à encourager davantage ceux et celles qui font aussi la promotion des sciences ou des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme Raïssa, en mettant en place des programmes de semaine des sciences, par exemple. Moi, j'en ai fait 2 en Mauritanie. Raïssa en a fait 8. Donc, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut continuer. Et concernant les entrepreneurs, le problème des entrepreneurs sont connus. C'est le financement des projets. Donc, je pense que c'est un problème. Le financement des projets et l'encadrement aussi. Donc, c'est un problème qu'il faudra régler au plus vite si on veut développer des technologies chez nous. mais il y a un problème quant à l'installation des technologies en Afrique.
s'il y a vraiment installation. Parce qu'on n'a pas de STEP, par exemple, des stations d'épuration d'eau, des stations de traitement d'eau. On n'en a pas encore en Afrique déjà, et on n'arrive pas à satisfaire nos besoins primaires. Donc, certes, nous avons des téléphones fabriqués ailleurs, nous avons des radios et autres fabriqués ailleurs. C'est-à-dire que l'Afrique en général, sa jeunesse et toute l'Afrique est en quelque sorte consommatrice. Moi, je ne crois pas forcément parce qu'il faut distinguer, il y a deux jeunesses. Moi, je vois, il y a, par exemple, quand j'ai donné l'exemple tout à l'heure du paiement mobile. Ça, c'est une innovation qui se fait au Kenya, qui est extraordinaire, qui est même copiée dans d'autres pays. Et pourtant, elle a pris source au Kenya. Au Sénégal, il y a de l'innovation qui se fait tous les jours. Au Cameroun, il y a de l'innovation qui se fait. Au Rwanda, il y a de l'innovation qui se fait. Donc, je pense qu'il y a l'innovation, elle est là. Il y a quelques infrastructures. Mais par contre, les infrastructures de base, c'est ça qui manque. Par exemple, l'accès à l'eau, la formation, l'insertion professionnelle, ce sont ces aspects-là qui manquent. Donc, les infrastructures, tout à l'heure, Raïssa a parlé de la position des fibres optiques. La fibre optique, elle est en cours d'installation en Afrique, mais elle n'est pas totale. Et aussi, elle n'arrive pas dans des zones enclavées. Donc, elle est juste au niveau de la capitale ou dans des centres très urbains. Et c'est ça le problème. Mais par contre, la technologie, elle est là. Les nouvelles technologies de l'information, de la communication sont là. Et je pense que les entrepreneurs jouent un rôle important là-dessus. Merci Abdoulaye. Madame Raïssa, il y a un monsieur sénégalais qui était un guide religieux qui disait l'avenir de toute nation dépend de sa jeunesse, mais pas n'importe laquelle. Donc aujourd'hui, que doivent donner les politiques à la jeunesse africaine pour faire face aux besoins primaires, l'installation des STEP? C'est ce qui est primordial. Par exemple, on n'a pas besoin de drones alors on ne veut pas avoir des drones alors qu'on n'a pas de quoi traiter l'eau. On n'a pas d'eau potable. Non, je pense, ça je viens de le dire, donc l'Afrique est un des continents où vous avez les 4 révolutions industrielles qui coexistent dans le même espace-temps. Comme l'a bien rappelé Souleymane, donc on a Abdoulaye, pardon, on a toutes les technologies qui sont présentes. Mais on a toujours ces besoins de base qui, eux, doivent être encore satisfaits. Alors, que doivent faire les politiques? C'est clairement investir dans la formation et dans la formation technique et professionnelle de nos jeunes. Ça fait vraiment, ça relève de ce qui doit être leur priorité absolument. Excusez-moi, je suis en train de brancher en même temps mon téléphone qui, du coup, n'a plus de batterie. Cela, c'est vraiment un des éléments essentiels pour les gouvernements. Ce qu'ils doivent faire pour l'Afrique, c'est la formation. C'est vraiment, pour la jeunesse africaine, c'est de les former. On doit investir dans la formation technique et professionnelle, les outiller pour qu'ils savent jouer un rôle positif dans leur communauté. Ça, c'est d'une part ce que doivent faire les gouvernements. D'autre part, ce qu'ils doivent faire le gouvernement, c'est justement faire cet investissement dans les infrastructures de base. Et pour ça, il a aussi besoin de main-d'œuvre qualifiée. Et donc, il doit avoir vraiment une bonne stratégie en se disant, voilà, quelles sont les main-d'œuvre que j'importe d'une certaine manière, que pour pouvoir régler mes problèmes d'infrastructures de base, tout en ayant un véritable plan de formation, des profils, des compétences qui seront nécessaires dans 5, 10, 15, 20 ans. Il faut une vision, il faut un plan, il faut une feuille de route, il faut l'investissement et il faut surtout bien incorporer cette idée que ce sont bien les jeunes qui vont pouvoir construire ou développer les pays, qui vont jouer leur rôle dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais alors, effectivement, quel type de jeunes voulons-nous? Voulons-nous ces jeunes qui finalement ont dû se former sur le tard sans être encadrés et qui ne sauront pas jouer vraiment leur rôle dans la société, ou voulons-nous plutôt des jeunes qui ont été autant sensibilisés aux problématiques nationales, régionales, continentales et globales? Il faut vraiment avoir cet esprit global. Il y a des défis globaux auxquels on doit absolument faire face et pour lesquels il faut préparer notre jeunesse. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'investir dans l'éducation, d'investir dans la formation et de donner accès à ces jeunes à d'autres canaux d'information, d'autres canaux de discussion, comme le sont les semaines des sciences et des technologies, ou les musées,
ou les discussions comme le café perspective, etc. Il faut vraiment pouvoir donner l'occasion à nos jeunes d'avoir accès à une information multiple et variée et d'assurer une formation correcte et de base, en particulier dans les STEM. Il faut absolument améliorer la formation dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est là que nos jeunes doivent avoir les compétences les plus poussées si on veut pouvoir développer ce continent. D'ailleurs, juste pour vous donner un exemple, pour vous dire, en Afrique, vous savez, on adore acheter des pagnes et se faire coudre nos vêtements. Et ben moi, ça me désespère toujours quand je vais chez le couturier parce qu'ils sont juste incapables de faire des mesures correctes. Et je me dis, l'amélioration des sciences et des mathématiques, c'est pas seulement dans les options scientifiques que je devrais le faire, mais c'est aussi dans ces options techniques et professionnelles, en particulier chez ces couturiers, que pour qu'ils puissent me faire un travail correct lorsqu'ils coudent les vêtements, parce que c'est incroyable d'être aussi mauvais en termes de mesures. Abdoulaye, je rappelais tout à l'heure au professeur, à Madame Raissa, professeur Raissa, la citation de Cheikh Ibrahim Niasse qui disait l'avenir de toute nation dépend de sa jeunesse, mais pas n'importe laquelle. Donc, toi, qu'est-ce que tu préconises pour l'avènement d'une culture scientifique pour la jeunesse africaine? Alors, pour l'avènement d'une culture scientifique, je dirais avant tout, il faut reformer le programme scolaire. Le programme scolaire en incluant dès l'école primaire, le secondaire et le tertiaire, l'apprentissage par de l'expérimentation, donc par des expérimentations, donc par des expériences scientifiques. Donc, il faudra ouvrir pour moi des centres de savoir scientifique, des bibliothèques, des musées, à l'image, par exemple, de ce qui existe ici, la Cité des sciences et des industries de Paris, qui est un excellent centre de vulgarisation de la science, qui permet à la culture scientifique auprès des jeunes. Il faut, comme l'a dit Raissa, l'a rappelé tout à l'heure, il faut des semaines africaines des sciences, des semaines des sciences dans les différents pays africains et pas que dans les capitales. Il faut aller loin dans les villages, dans les villes pour essayer de promouvoir la science auprès des plus jeunes. Et il faut des programmes qui sont totalement inclusifs, qui prend en compte toutes les couches sociales de la population. Donc, il faut organiser également des visites d'entreprises et des laboratoires ou dans des laboratoires pour des enfants du primaire, par exemple, ou du collège ou du lycée. Et surtout, il faut multiplier les initiatives, donc, comme la Semaine africaine des sciences. Je trouve que c'est une belle initiative qui permet de promouvoir, de vulgariser la science et de donner cette culture scientifique finalement à la jeunesse africaine. Donc, il est important que ce genre d'initiative soit totalement inclusive pour permettre aux jeunes des milieux défavorisés ou dans les zones rurales d'accéder à la science et comme ça de permettre au développement de notre pays. Donc, il faudra également construire des universités et il faut que ces universités soient accessibles au plus grand nombre. Donc c'est ce que je préconise. L'Afrique a du travail, mais elle ne manque pas de ressources humaines. Je conclurai par là. Madame Malou, que préconiserez-vous pour la jeunesse africaine? La formation, l'éducation, l'ouverture au monde et en mettant et l'emphase sur les STEM. C'est le travail que nous faisons et le message que nous faisons en RDC, c'est vraiment d'investir dans la formation de la jeunesse, les outiller en compétences techniques et scientifiques en particulier, et surtout le faire auprès des filles. Il faut absolument maintenir les filles à l'école. Il faut les maintenir dans les filières techniques et professionnelles et dans les filières scientifiques parce que nous avons besoin d'elles, parce qu'elles représentent les cerveaux et les bras, les mains qui peuvent nous permettre de développer la RDC et l'Afrique. Donc, c'est vraiment les outiller
en compétences et en connaissances. Et comme l'a rappelé encore Abdoulaye, comme on le répète toujours, c'est vraiment l'investissement nécessaire dans les établissements d'enseignement et de recherche qui sont nécessaires. Parce que ça me rappelle votre question, est-ce que la passion suffit? Non, il faut la passion, mais il faut aussi créer le contexte qui permette à cette passion de s'exprimer. Et donc, ce que nous préconisons pour la jeunesse, c'est de créer le contexte qui lui permet, l'infrastructure, le milieu, qui lui permet d'exprimer ses talents, quoi. C'est vraiment important. On ne peut pas compter sans eux. De toute façon, ils sont là. De toute façon, ils agissent. Autant faire en sorte qu'ils agissent dans le bon sens. Tout à fait. Merci beaucoup. Il y a Dr Khady Ning, qui est membre de Perspective Afrique, qui est chargée de la coordinatrice scientifique. Elle a dit bravo madame, l'usage des langues nationales dans l'enseignement en Afrique doit faire partie des réformes primaires de l'éducation. Vous avez un mot à rajouter? Ah, oui, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait. En fait, on a pris l'habitude, et ça, je crois que c'est valable pour tous les pays. On a accepté l'idée que l'utilisation des langues nationales ou les langues du milieu est importante pour les premières années du primaire. Ça, c'est acquis pour tout le monde. Donc, les premières années de l'éducation de base. Ce que nous disons, c'est que ça doit aller plus loin. Il faut pouvoir offrir la possibilité aux jeunes de pouvoir suivre un cursus complet dans les langues nationales. Il faut qu'on puisse les utiliser dans toute l'éducation de base, au niveau de l'enseignement secondaire et aussi au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, comme nous faisons pour l'anglais, le français ou les autres langues. Donc, les langues internationales sont nécessaires, parce que là, ce sont les langues d'ouverture au monde, mais on ne peut maîtriser les concepts qu'à partir du moment où ils sont donnés dans une langue que nous avons. Moi, je suis vraiment toujours désespérée et profondément triste de voir l'effort que l'on doit faire avec nos enfants. Je vous donne un exemple. On a donc un ami qui a une école primaire ici à Kinshasa où il a demandé que l'enseignement se fasse que en lingala. Quand moi j'ai été voir les enfants, on voit que lorsqu'on leur parle en français, ces enfants font d'abord l'effort de traduire en lingala ce que vous leur avez dit, donc le problème, parce que c'est un problème de maths que je leur demandais pour voir s'ils comprenaient les concepts. Il va d'abord traduire en lingala, faire l'ensemble du processus, résoudre le problème, le retraduire en français, puis vous le donner. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande un tel effort et on fait perdre autant de temps cognitif? Je trouve que on irait beaucoup plus vite et puis on mettrait tout le monde plus à l'aise et on permettrait à nos jeunes de vraiment s'exprimer et de développer complètement leur talent si on leur laissait le faire dans une langue qu'ils maîtrisent. Et pire encore, on se moque d'eux quand ils ne maîtrisent pas la langue officielle. C'est terrible parce que si vous leur parlez dans leur langue nationale, on voit qu'ils maîtrisent tout à fait leurs choses, qu'ils ont toute une réflexion profonde, mais lorsqu'il faut le faire dans la langue officielle, eh bien évidemment, on perd en qualité d'expression, en qualité de réflexion, et c'est tellement dommage. Pour la jeunesse africaine, il est important vraiment de mettre l'accent sur les langues nationales, sur les langues de milieu, de faire que l'enseignement puisse se faire aussi dans ces langues, sans évidemment mettre à l'écart les langues internationales et les langues officielles, mais c'est la seule façon vraiment qu'ils puissent exprimer leur talent, leur potentiel, et je vous assure, on aura une Afrique complètement différente. Merci beaucoup, professeur. Abdoulaye, on est à la fin. Je vais poser ces deux dernières questions. Abdoulaye, on demande quand est-ce que tu vas réorganiser la prochaine semaine du Next Einstein Forum en Mauritanie. Juste, je voudrais rebondir rapidement sur la question des langues nationales, qui est une question qui est fondamentale, qui est très, très, très importante. Juste à titre d'exemple, la Mauritanie, le pays, mon pays que je connais très bien, avait déjà dans les années 1992 ou 92, je pense, avait mis en place l'éducation des langues nationales dans le cursus scolaire. Donc, on avait de la première année jusqu'à la 6e année que tu avais la possibilité de faire d'étudier dans ta langue nationale. Et les résultats étaient franchement positifs parce que ceux qui ont suivi ce cursus, finalement, quand ils arrivaient au collège, avaient un meilleur niveau que ceux qui suivaient une formation en français ou en arabe. Donc, c'est encore pour dire vraiment
que cette question, elle est fondamentale, elle doit être débattue, posée et qu'on puisse vraiment rentrer dans ce processus-là. C'est vrai qu'en Afrique, dans beaucoup de pays, on a énormément de langues nationales. Il y a des pays où on a une centaine de langues, mais c'est un débat qui mérite vraiment d'être posé et qu'on puisse réfléchir comment on doit intégrer cela dans le cursus scolaire. Donc, concernant ta question, Souleymane, sur la semaine africaine, j'aimerais bien faire la prochaine édition. Donc, c'est c'est la 3e édition, parce que moi, j'en ai fait 2. Ensuite, j'ai déposé le tablier parce qu'il y a eu au sein du Next Generation Forum, quand tu es ambassadeur, tu as un mandat de 2 ans. Et ensuite, il y a un autre ambassadeur qui va venir te remplacer. Donc, il y a eu déjà un ambassadeur qui m'a remplacé, mais malheureusement, avec la situation du Covid et avec les complications, il n'a pas pu réaliser ces 2 éditions. Donc, normalement, si tout allait bien, on devait être à la 4e édition. Malheureusement, on reste qu'à 2 éditions. C'est les 2 que j'ai organisées. Donc, je compte bien discuter avec Raïssa justement pour reprendre cela et essayer d'organiser la Semaine des sciences en Mauritanie. Je ne sais pas quand, mais c'est en discussion. Elle m'a soumis l'idée la dernière fois lorsqu'on a échangé. Tout à fait. Donc, j'ai la dernière question. Avec plus de 40% des jeunes, avec plus de 40% des jeunes qui sont analphabètes et près de 50% de la population africaine qui a moins de 15 ans, est-ce que les technologies sont prioritaires dans ce continent? Bon, je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous laisser dire un dernier mot et quelles sont les perspectives que vous pouvez dégager là? En tout cas, moi, je voudrais résumer finalement ce débat et tout l'esprit de cette discussion, je pense, par cette phrase que je reprends d'un article du Monde Afrique, qui est inspiré d'ailleurs d'une phrase de la Fondation L'Oréal UNESCO, qui dit que l'Afrique a besoin des sciences pour se développer et la science de données africaines pour avancer. Je crois que les sciences expérimentales et la technologie sont absolument essentielles. Nous avons besoin que nos jeunes soient déjà renforcés en compétences dans ces domaines-là et qui se lancent dans des carrières scientifiques et technologiques, parce que c'est comme ça que tous les problèmes que vous avez identifiés, autant ces problèmes de l'accès à la technologie, les infrastructures de base, etc., seront résolus parce que justement nous aurons plus de jeunes formés dans les domaines des sciences et des technologies. Et surtout, je me permets encore d'insister, la place des femmes. L'Afrique a besoin des sciences et la science a besoin des femmes. L'Afrique a besoin des sciences et la science a besoin des femmes. C'est vraiment percutant. Donc, et tout à fait vrai. Abdoulaye, un dernier mot, s'il te plaît. Alors, moi, je vais être un petit peu bref. Je vais juste citer une citation de Franck Fanon qui disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense que l'Afrique est à la croisée des chemins et je pense que la jeunesse africaine doit saisir ce moment pour transformer en profondeur notre continent. Donc, je pense que je vais rester sur ces mots et je pense que c'est très important d'aller vers les filières scientifiques. C'est parce que c'est à travers ce levier-là qu'on peut développer notre continent et j'en suis convaincu. Merci beaucoup, professeur Raïssa Malou. Merci, Abdoulaye, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir échangé. Merci, Souleymane. Merci, Abdoulaye. Oui, merci, Raïssa. Merci, Souleymane. Donc, tout ce que vous avez dit peut se résumer en une phrase. Jeunesse africaine, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans Café Perspective. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir.